Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. Vous êtes directeur principal de l'OFCE. Vous avez utilisé des données de l'INSEE beaucoup plus précises sur les inégalités au sein des grands ensembles urbains, des collectivités jugées prospères comme l'Île-de-France, pour montrer que finalement il y a une croissance très forte des inégalités spatiales, une concentration des inégalités sociales. Est-ce que ce constat vous inquiète ? Alors oui, c'est un constat inquiétant. On dispose effectivement de ce qu'on appelle les revenus localisés à une échelle géographique très fine, qui est celle du quartier, et qui permet de regarder où habitent les riches, où habitent les pauvres, et comment ça évolue dans le temps. Alors, ce qu'on constate n'est pas très surprenant. Mais les riches, c'est ceux qui ont le plus de revenus, et les pauvres, ceux qui ont le moins de revenus. Voilà, donc bon, après, il y a effectivement des définitions un peu conventionnelles sur qu'est-ce que c'est que les gens riches et les gens pauvres. Mais si on prend une définition usuelle, qui est, on appelle les gens pauvres ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 60% du revenu médian de la population. Et si on appelle les riches ceux qui ont un revenu qui est dans le dernier décile de la distribution des revenus, donc les 10% avec le revenu corrigé de la structure familiale, donc on tient compte des unités de consommation, donc on appelle les riches les gens qui sont dans le dernier décile. Bon, de façon assez surprenante, on a tous constaté, et on le sait depuis longtemps, que les populations riches ont plutôt tendance à habiter dans le centre, par exemple, de l'agglomération parisienne, que l'ouest de Paris est plus riche que l'est, que le nord de l'Île-de-France est moins riche. Alors, ce qu'on a peut-être moins en tête, c'est les ordres de grandeur. Dans les endroits où les populations les plus riches sont concentrées, on peut avoir jusqu'à 60% de la population qui est dans le dernier décile. Et on a des endroits dans l'Île-de-France où le taux de pauvreté, donc le nombre de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, est supérieur à 80% de la population qui réside. Donc c'est des quartiers ultra prospères, des quartiers ultra pauvres. Voilà, et avec des concentrations qui sont très fortes. Et surtout, le phénomène qui est particulièrement frappant, c'est que quand on regarde comment ça évolue entre 2001 et 2014, qui sont les périodes sur lesquelles on a ces données, donc si on regardait sur des périodes plus longues, on verrait probablement la même chose, mais là on est limité par les données dont on dispose. Et quand on regarde sur cette période, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'endroits où il y avait des populations riches et la proportion des riches a tendance à augmenter, et des endroits où la population des pauvres était élevée et où elle a aussi tendance à augmenter. Et donc on a une ségrégation qui a tendance à augmenter. Alors cette ségrégation, elle se produit par un phénomène qui est que l'ouest parisien, en quelque sorte, est déjà saturé en population à revenus élevés. La gentrification, donc l'augmentation de la part des populations riches, a tendance à se faire dans Paris intramuros, en allant vers les quartiers qui étaient traditionnellement plus populaires, le nord de Paris, l'est de Paris. Ça se propage aussi le long de la Seine vers l'est, au-delà du périphérique. Et par contre, dès qu'on s'éloigne de Paris, à des distances assez importantes, qui sont en fait supérieures à 20 minutes en transport en commun, donc ça représente des endroits qui sont moins bien desservis, ou dans le nord de l'Île-de-France, très spécifiquement, là on a des endroits dans lesquels la population qui vient du dernier décile, donc le décile le plus élevé de la distribution des revenus, tend à disparaître. Il n'y a plus de représentants plus de gens de la classe supérieure. Et par contre, le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté tend à devenir majoritaire. Ce qui, vous voyez, par rapport à la situation moyenne de la France, où le taux de pauvreté est un petit peu supérieur à 10%, constitue une énorme concentration de la pauvreté. Alors ça, c'est des données sur la façon dont les gens habitent. Ça se traduit aussi, évidemment, par le fonctionnement des services publics, par les investissements qui sont faits à titre privé dans l'aménagement urbain, mais aussi à titre public. On sait aussi qu'il y a un lien avec l'éducation. C'est dans les endroits où les populations les plus défavorisées sont concentrées que les établissements scolaires ont les moins bons résultats. Et donc s'installent des spirales qui évidemment sont plutôt à celle d'un écartement, un grand écart en matière sociale, dans lequel les prix de l'immobilier évidemment sont un des facteurs qui contribuent. Les prix de l'immobilier augmentent là où il y a de plus en plus de riches. Là où il y a de plus en plus de pauvres, les prix immobiliers ont tendance à stagner ou à diminuer.
Alors, c'est porteur de crise sociale importante. Est-ce qu'il y a des remèdes qu'on peut apporter? Alors, les remèdes qu'on peut apporter, ils sont pas simples, parce qu'il faut arriver à mettre un terme à cette ségrégation sociale, à recréer de la mixité sociale, à réinvestir l'espace public et les services publics. Ça suppose des investissements d'abord importants, ensuite qui sont conduits sur des périodes de temps aussi assez longues, parce que c'est des dynamiques qui correspondent aux gens qui s'installent, qui habitent, et ça prend du temps. Et donc ça demande un effort particulier. Ce qui est assez frappant dans le débat public, c'est que c'est des éléments qui interviennent assez peu. Et quand on n'en parle pas, généralement, il n'y a pas de politique publique associée. C'est des problèmes de politique du logement, de politique du transport, de politique de l'éducation. Voilà, le cocktail en fait, qu'il faut en matière de politique publique derrière est assez simple et assez connu. C'est de la santé, de l'éducation, des transports, des logements. Donc, avoir des logements abordables pour la classe moyenne ou intermédiaire dans le centre de Paris, ça permet de limiter la concentration des plus riches. Avoir une éducation et un système de santé qui fonctionne, ça permet que la gentrification, donc l'installation de populations les plus riches, se fasse aussi dans les zones abandonnées aujourd'hui, et donc on arrive à contrer ces mécaniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des villes en France qui arrivent à de bien meilleurs résultats. Alors, l'Île-de-France concentre tous les problèmes, mais par exemple, la métropole de Rennes, avec des politiques publiques assez actives en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de transport, arrive à largement contrer ces mécaniques et aboutit à une image qui est beaucoup moins négative que celle qu'on peut avoir pour la région parisienne. Donc il y a des métropoles qui sont moins touchées par le phénomène. Il y a des métropoles qui sont même dans des dynamiques opposées à celles qu'on peut observer en Île-de-France. Alors, il y a un effet d'agglomération très particulier à l'Île-de-France. C'est une région très attractive parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Donc il y a beaucoup de monde qui arrive. Traditionnellement, l'Île-de-France, c'est une région dans laquelle les inégalités sont plus fortes, à la fois parce qu'il y a plus de richesses créées et parce qu'il y a aussi ce pouvoir d'attraction qui fait que les populations les plus défavorisées y viennent. Mais les dynamiques qu'on observe ne sont pas inéluctables. Merci beaucoup Xavier Timbaud pour cet éclairage.